pour l'ensemble des êtres vivants, notre vie dépend, depuis toujours, des équilibres naturels. Les écosystèmes reposent sur la stabilité dynamique et les organismes jonglent avec les ressources naturelles. Afin d'assurer notre bien-être et notre développement, nous exploitons notre environnement et modifions l'équilibre de notre planète. Nous consommons chaque jour davantage de matières premières, d'énergie non renouvelable et produisons chaque jour davantage de déchets. S'inspirer des équilibres naturels est essentiel pour assurer notre survie et l'avenir des générations futures. En comparant l'homme et la nature, on s'aperçoit d'une différence fondamentale. C'est que l'homme produit aujourd'hui des déchets qu'il ne sait pas détruire, contrairement à la nature qui valorise et détruit l'ensemble de ses déchets. Aujourd'hui, la question de l'économie de nos ressources est posée. Chaque jour, nous consommons davantage de produits manufacturés, nous jetons davantage d'emballages et le volume de nos déchets en est augmenté. Réduire ce volume est capital et l'effort doit être commun à tous. Produire, consommer différemment, modifier nos comportements, concevoir et innover avec l'objectif primordial du recyclage maximum. Le déchet ne doit plus être considéré comme un simple rebut, mais une véritable source de matière première. De plus en plus de filières spécialisées s'organisent autour de la collecte et de la valorisation de certains de nos déchets, car ils peuvent être recyclés. Par ailleurs, l'homme va puiser dans les ressources de la nature sans rendre forcément à la nature ce qu'elle lui donne. Et donc, le biomimétisme va consister à redonner à la nature ce qu'elle peut nous offrir en valorisant les ressources. Les déchets verts, collectés dans les déchetteries, sont valorisés par un processus naturel, le compostage. L'amendement organique qui en résulte est directement assimilable par le milieu naturel. Après broyage, la fermentation est favorisée par humidification et l'oxygénation par retournement mécanique. La vapeur d'eau témoigne de l'activité du processus naturel de fermentation, au cœur duquel la température atteint 70 degrés. Après 8 à 12 mois, le compost est directement utilisable dans nos jardins et cultures. La valorisation, ça va être aussi donner une seconde vie aux produits, plutôt qu'aller chercher dans les ressources naturelles. Aujourd'hui, le tri et le recyclage sont devenus les enjeux majeurs de notre société. Dans les centres de tri, les déchets issus de la collecte sélective sont triés et séparés par famille de produits en vue d'être retraités afin de leur donner une seconde vie. La collecte sélective, en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire, nous propose des solutions adaptées à l'objectif de revalorisation de nos déchets. De nombreux moyens sont mis à notre disposition en matière de collecte pour garantir le recyclage. Le geste de tri doit devenir un réflexe naturel et un devoir pour chacun. Par des gestes simples, dans notre quotidien, nous devons tous nous mobiliser et agir ensemble pour le respect de notre environnement, car les déchets ménagers qui ne sont pas triés ne pourront être revalorisés. La survie de notre planète est aujourd'hui entre nos mains, alors bâtissons ensemble l'avenir de notre futur. Si l'homme se dissocie de la nature ou si l'homme pense que c'est lui qui agit sur la nature, alors l'homme restera à côté de la nature ou contre la nature et n'agira pas pour la nature.
L'association Mode et le lycée vous remercie de votre présence. Nous avons le plaisir de recevoir pour ce débat sur le plateau de gauche à droite pour vous, Monsieur Valour, directeur du centre de tri du MUI, du groupe Pisorno Environnement, où a été filmée la projection que vous venez de voir, et Monsieur Delannoy, directeur de l'association Inspire. Après un premier tour de table, vous, le public, ici dans la salle et à distance, vous aurez l'occasion de poser des questions pour interroger nos deux intervenants. Je me tourne maintenant vers Monsieur Valour. Vous êtes directeur du centre technique de tri du groupe Pisorno Environnement. Vous êtes le voisin le plus proche du lycée Le Val d'Argent ici. En tant que citoyen responsable, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les moyens mis à disposition pour que mes déchets soient recyclés et revalorisés ? Et que se passe-t-il si je mettais tous les déchets ménagers dans la poubelle grise ? Bien, bonjour et tout d'abord merci de votre invitation. Alors les moyens mis à disposition du grand public, de nous tous, ils sont quand même nombreux et vous l'avez dit, le plus proche se situe à peu près 500 mètres d'ici, c'est le centre de tri et de valorisation du MUI qui va couvrir le recyclage des déchets de quasiment l'intégralité du département du Var, puisqu'on réceptionne à peu près l'équivalent de 500 000 personnes. Et puis en période estivale, on va doubler puisqu'on est après l'équivalent d'1 million de personnes. Alors ça, c'est l'outil qu'on ne voit pas forcément, que le grand public ne voit pas, même si on reçoit de nombreux visiteurs et beaucoup d'écoliers. Mais plus concrètement, les outils qui sont mis à disposition du grand public pour trier et recycler leurs déchets, ça va être la collecte séparative en porte-à-porte pour certains, c'est-à-dire au pied de votre maison, au pied de votre immeuble, la poubelle jaune dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos déchets recyclés. Pour ceux qui sont dans des zones un peu moins urbaines avec des difficultés de communication sur le secteur rural, on va mettre en place des colonnes d'apport volontaire. Aujourd'hui, l'ensemble du département est largement équipé de points d'apport volontaire. Vous pouvez apporter dans ces bornes le verre, les emballages, les journaux, revues, magazines. Et puis pour des déchets un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus importants en termes de taille, vous disposez des équipements mis à disposition par les collectivités locales, à savoir les déchetteries, où vous allez pouvoir amener les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets verts, les gravats, les grands cartons et différents autres matériaux qui peuvent être valorisés. Alors, dans ce panorama, est-ce qu'il y a aujourd'hui des éléments de consommation courante qui ne sont pas recyclés, comme par exemple les pots de yaourt ? Eh bien malheureusement oui, aujourd'hui on ne peut pas dire que tout est recyclé. Alors tout n'est pas recyclé déjà parce que le geste des citoyens n'est pas encore complet. Il y a quasiment toute la population française aujourd'hui qui est couverte par la collecte sélective, mais malheureusement on ne peut pas dire que tous les Français font réellement la collecte sélective. Donc j'encourage bien entendu, et en particulier les plus jeunes, à se mettre au recyclage chez eux, à avoir au moins deux poubelles dans leurs habitations pour pouvoir séparer le produit recyclable des produits non recyclables, c'est-à-dire les ordures ménagères. Mais au-delà de ça, vous avez raison de le dire, certains matériaux ne peuvent pas être recyclés à ce jour. Alors, l'exemple que vous donnez est intéressant, le pot de yaourt. Alors le pot de yaourt, on peut dire mais c'est du plastique, on recycle déjà les plastiques, les bouteilles elles sont recyclées, la bouteille d'eau minérale, la bouteille de lait elle est recyclée, alors pourquoi pas le pot de yaourt ? Bien tout simplement parce que les plastiques ne se recyclent pas entre eux. Il y a différentes familles de plastiques, alors je ne vais pas me lancer dans un long exposé sur comment recycler le polystyrène, puisque les pots de yaourt sont faits en polystyrène plutôt que le polypropylène comme les bouteilles de lait. Mais tout simplement, pour des raisons techniques et économiques, l'organisme régulateur qui en France est Éco-emballage considère à ce jour que les pots de yaourt représentent une fraction trop faible dans les déchets d'emballage et sont techniquement trop compliqués à capter, notamment en raison de leur taille, pour pouvoir être insérés dans le système de collecte sélective. Alors, ce qui est vrai aujourd'hui,
ne sera sans doute, et j'espère, pas vrai demain, parce que les solutions techniques bougent, les attentes des Français et des consommateurs en termes de recyclage évoluent, et l'objectif qui est donné pour 2012, c'est 75% des emballages ménagers qui doivent être recyclés. C'est une réglementation européenne qui est applicable en France. Eh bien, je peux vous dire que dans 3 ans, les pots de yaourt, il faudra les mettre dans la poubelle jaune. Alors, il y a aussi 2 autres solutions, c'est d'acheter des yaourts en verre ou d'acheter une yaourtière. Et justement, comment faire dans ma consommation quotidienne pour éviter de générer des déchets non recyclables? Alors le geste citoyen dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans votre cuisine avoir 2 poubelles, ça il faut le faire, mais vous avez raison, il faut le faire en amont, il faut le faire au supermarché. Au supermarché, il faut privilégier dans la mesure du possible les produits en vrac, les fruits et légumes non emballés. Eh bien, s'il n'y a pas besoin d'emballage, ma foi, autant privilégier ceux-ci. Les produits qui contiennent peu d'emballage, les packs de yaourt, si on peut se passer du carton, plus du film plastique, plus du sac, ma foi, ça va faire 3 déchets non recyclés. Et puis une petite technique que je peux vous donner sur le choix des produits destinés ensuite à être recyclés. Plus les produits sont simples, plus ils seront faciles à recycler. C'est un concept relativement simple. Alors, je vais me faire des ennemis dans les gens du marketing qui aiment bien associer aller sur une canette. J'en ai vu des canettes, moi, qui sont transparentes en plastique avec le couvercle aluminium. C'est très joli, c'est très marketing, ça se vend très bien et ça se recycle pas du tout. Parce que l'aluminium sur le dessus, on va pas pouvoir le séparer du plastique et derrière, on va rien pouvoir en faire. Donc, la technique, lorsque vous achetez, lorsque vous consommez, c'est viser des produits simples. Tout en carton, tout en plastique, tout en bois, pourquoi pas, puisqu'on recycle aussi le bois. Mais voilà, pas de produits complexes, ceux-ci ne seront pas recyclés. Avec peut-être un petit pictogramme que vous pourriez décrire qui est présent dans les emballages ou sur les produits qui permet, si on se pose la question, de savoir si le produit est recyclable ou non. Alors vous abordez là un débat à la fois complexe et très polémique parmi les spécialistes du recyclage des déchets. Effectivement, sur la plupart des emballages, je pense que vous connaissez tous la double flèche imbriquée, le point vert, le point rond. Alors il ne faut pas se méprendre sur la signification de ce signe. Ça ne veut pas du tout dire que le produit ni est recyclable ni est recyclé. Ça veut tout simplement dire que le fabricant d'emballage, il a payé sa cotisation auprès d'éco-emballage. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la réglementation là-dessus est un petit peu floue et ne favorise pas trop le bon geste citoyen. Les choses évoluent. Certains groupes, certaines sociétés font en sorte d'améliorer la signalétique. Alors je ne veux pas citer le groupe Casino, mais c'est un des exemples qui fait en sorte d'indiquer beaucoup plus clairement aux consommateurs est-ce que ce produit est destiné à être recyclé ou est-ce que ce produit ne peut pas être recyclé. Donc il faut être vigilant, c'est pas simple, mais là-dessus la réglementation avance et de plus en plus les associations de consommateurs réclament que ça soit très clairement marqué sur les différents produits. Avec en plus pour le groupe Casino un petit peu de publicité, le bilan carbone de chacun des produits, ce qui m'a amené moi récemment à la maison de savoir s'il y avait du parmesan qui pourrait avoir ici en France un bilan carbone qui soit moins élevé mais le parmesan malheureusement vient de la région de Parme. Voilà, merci Monsieur Valour. Monsieur Delannoy, vous êtes directeur de l'association Inspire. On aborde dans le reportage que nous avons vu en début de cette table ronde la question du biomimétisme. Vous pourriez nous dire plus en avant ce qu'est le biomimétisme? Que peut-il nous apporter dans la réflexion sur la gestion durable de nos déchets? Alors, déjà, je voudrais féliciter les gens qui ont réalisé le film, parce qu'il y a beaucoup de choses très pertinentes qui ont été dites. Et effectivement, le biomimétisme, la définition tient en une phrase, et puis après on va la développer un petit peu. Le biomimétisme, c'est quoi? C'est l'innovation inspirée par la nature. Et quand on réfléchit sur le développement durable aujourd'hui, sur des modes de production alternatifs qui seraient plus éco-responsables, on se dit que finalement la nature, et globalement tout ce qui est vivant dans la nature, fait des choses extraordinaires depuis des milliards d'années.
et que ces solutions-là, on ferait peut-être bien de s'en inspirer. Alors qu'est-ce qu'elle fait la nature de si extraordinaire, par exemple, depuis des milliards d'années, puisque c'est ça, la vie sur Terre depuis 3,5 milliards d'années à peu près, ce sont les mêmes composants de base qui sont réutilisés, recyclés en permanence par les êtres vivants. Quand un arbre meurt, quand un animal meurt, il est décomposé à la fin de sa vie par des insectes, par des vers, par des champignons, par des bactéries in fine, en composants, en éléments organiques de base qui vont pouvoir être réutilisés et réinjectés dans le circuit. Donc ça, c'est déjà la première grande leçon de la nature, c'est qu'il n'y a pas de déchets. Cette idée même de déchets qu'on a inventée, nous, n'existe pas dans les systèmes vivants. Donc ça, c'est une première grande leçon. Deuxième grande leçon, c'est que dans la nature, la seule source d'énergie, c'est l'énergie qui vient du soleil, c'est l'énergie du solaire, via la photosynthèse, et toutes les transformations qui sont faites dans les écosystèmes par les organismes vivants. Donc ça, c'est quand même un grand élément important aussi. Et troisième élément, si je vais en citer que 3 comme ça, c'est que dans la nature, il y a un principe d'efficacité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Darwin nous a expliqué, il y a quelques centaines, il y a 200 ans, 150 ans, pardon, la publication de l'origine des espèces, que il y a une évolution des espèces, donc il y a une compétition, et que seules les espèces les plus adaptées à leur environnement sont à même de se reproduire et donc de se transmettre de génération en génération, et que donc finalement une espèce qui serait trop gourmande en énergie, pas assez efficace dans la transformation de la matière organique, etc., serait balayée par l'évolution. Donc finalement, la nature retient les meilleures solutions en permanence. Et donc on peut considérer qu'aujourd'hui, toutes les espèces qui existent sont là parce qu'elles sont efficaces. Et donc on va regarder ce qu'elles font et comment ça fonctionne. Merci pour votre réponse. Je me tourne maintenant vers le public et à la recherche de questions. Je crois que nous avons déjà une question Internet. Valour, disant que tout n'est pas recyclé et que le geste citoyen n'est pas encore complet. Ne pensez-vous pas que tout ce qui a déjà été fait n'a servi à rien et n'encourage en rien les citoyens à continuer leur investissement ? Alors non, très certainement, je ne pense pas que tout ce qui a été fait n'a servi à rien. Un exemple très concret sur le centre de tri du Muy, désormais chaque année, nous enregistrons une augmentation des tonnages recyclés qui sont de l'ordre de 10% sur un périmètre équivalent. Ça veut dire que les gens se mobilisent de plus en plus et il y a plus en plus de tonnes qui sont recyclées et valorisées. Mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre que notre responsabilité ici à tous, c'est la protection de la planète et le recyclage et la valorisation en sont un exemple. C'est vrai que c'est contraignant d'avoir 2 poubelles, 3 poubelles dans sa cuisine. C'est contraignant pour ceux qui sont un petit peu éloignés des villes d'aller jusqu'au point d'apport volontaire pour mettre leur bouteille plastique ou leur bouteille en verre. Mais c'est notre responsabilité à tous. Et il ne faut pas voir ça comme juste une contrainte, mais moi je paye déjà des impôts, alors c'est pas la peine que je recycle. Eh bien non, c'est notre responsabilité individuelle et on doit tous le faire parce que c'est pour préserver notre environnement à tous et puis en particulier le vôtre. Monsieur Valour, le groupe Isorno est présent dans plusieurs pays. Quelles sont les bonnes pratiques qui existent dans tel ou tel pays où vous êtes présent et qui pourraient être adoptées par l'un ou l'autre des autres pays où vous êtes présent? Alors, il est certain que les pays occidentaux et l'Europe en particulier, où le groupe Isorno a quand même ses bases, et dans le Var particulièrement, sont à la pointe par rapport aux pays du Maghreb où on est notamment présent. Mais je crois qu'il faut aussi comparer ça à notre propre production de déchets. Je crois que vous connaissez un petit peu tous les chiffres. Les Français produisent à peu près 350 kilos de déchets chaque année. Si vous allez dans les pays du Maghreb, c'est beaucoup moins à ce jour. Donc il faut relativiser tout ça. Et même si les pays du Maghreb n'en sont pas au même niveau de recyclage qu'on peut l'être en Europe occidentale, voilà, il y a la production qui compte. Mais alors très concrètement, si on voit ce qu'on fait dans les autres pays, et je pense au Maroc où on est quand même extrêmement présent. Aujourd'hui, sur le Maroc, on est en train de mettre en place la première
chaîne de tri de déchets ménagers du Maroc. Le Maroc, pour ceux qui connaissent Marrakech, il y a les souks, il y a plein de produits recyclés finalement dans les souks, puisque les Marocains sont très inventifs. Mais pour autant, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'organisation de la collecte sélective et du tri des déchets ménagers. Et donc on met en place la toute première ligne de tri au Maroc, et je pense qu'on va petit à petit essayer d'inspirer les Marocains de ce qui s'est fait en Europe, de ce qu'on faisait. Je recevais la semaine dernière les gens de la ville de Meknès, au centre de tri du Muy, qui, j'espère, vont eux aussi mettre en place le tri des déchets. Merci. Une nouvelle question par Internet. Oui, toujours posté de Nice. Existe-t-il un label aujourd'hui qui permet aux entreprises d'être récompensées pour leur respect de l'environnement et qui favorise le recyclage des déchets ? Alors, des labels, il y en a beaucoup. Il y en a dans le bio, il y en a aussi dans le recyclage. Avant de parler de labels, je crois qu'il faut parler de réglementation. Il y a une réglementation qui existe, qui est notamment celle de 1992 pour les entreprises et pour les déchets industriels, qui oblige l'ensemble des industriels à recycler leurs déchets d'emballage, qui sont susceptibles d'être recyclés. C'est très concrètement le papier, le carton, les palettes en bois. Et ça, aujourd'hui, c'est une obligation réglementaire. Nous, le groupe Pisorno, on veille au respect de cette réglementation à travers deux outils. On met à disposition nos outils de tri, celui du Muy également pour les entreprises, mais également lorsqu'on exploite nos centres d'enfouissement technique, c'est le nom des décharges, des anciennes décharges, eh bien on est très vigilant à la réception pour ne réceptionner que des déchets dits ultimes. Et ça, c'est notre devoir en tant qu'opérateur sur les déchets. Après, au niveau des labels et je dirais des concours sur le recyclage, il y en a vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup d'entreprises, on a cité tout à l'heure le groupe Casino, qui aujourd'hui travaille sur l'ensemble du cycle du déchet. Et je pense que l'exemple qui a été donné, c'est-à-dire l'empreinte carbone de chacun de nos déchets, c'est très certainement un des meilleurs labels qui puisse exister. Et dans l'avenir, je pense que c'est quelque chose qui va être examiné à la loupe par les consommateurs lors de l'acte d'achat. Merci. Nouvelle question Internet. Oui, une question du Muy pour Monsieur Delannoy. Concernant le nom de votre association, est-ce qu'il est en relation avec la directive européenne du même nom ? Absolument pas. Donc, Inspire, c'est un jeu de mots en fait. Inspire, parce qu'on va s'inspirer de la nature et des solutions qu'on va trouver dans la nature pour produire moins de déchets, pour être plus efficace dans la gestion des ressources naturelles. Et puis, c'est aussi un sigle qui veut dire Initiative pour la promotion d'une industrie réconciliée avec l'écologie. Donc, voilà la vraie signification du nom Inspire. Est-ce que vous pourriez en profiter pour dire un petit peu plus sur la genèse de votre association ? Oui, l'objectif et la vision derrière un projet comme celui d'Inspire, c'est quoi ? C'est de dire que finalement, on a tendance souvent à opposer économie et écologie. Or, en fait, c'est la même chose. C'est la même racine. Éco, c'est oikos en Grèce, ça veut dire la maison. L'écologie, c'est la connaissance de la maison. L'économie, c'est la gestion de la maison. Mais finalement, c'est exactement la même chose. Et malheureusement, la pensée économiste moderne a tendance à résumer l'économie à un tiroir-caisse, à ce qui est monétaire. Or, dans l'économie, il n'y a pas que ça. Il y a d'abord l'emploi, le travail, la qualité de vie, la ressource naturelle. Et tout ça, ce sont des richesses qu'il faut que l'économie puisse prendre en compte. Et donc, l'objectif d'Inspire, c'était de dire, mais finalement, essayons d'avoir un regard global sur les interactions, non pas seulement entre le consommateur, la réglementation, les industriels, etc., mais entre l'ensemble des acteurs d'un écosystème global. Et finalement, l'idée, c'est bien de replacer l'homme dans la nature, de replacer l'homme dans la biosphère, comme ça a été dit dans le film d'ailleurs. Et donc, si l'homme est dans la biosphère, si l'homme est dans la biodiversité, puisque cette année, c'est l'année de la biodiversité, on considère donc que l'ensemble des activités humaines sont aussi dans la biodiversité, donc les activités agricoles et les activités industrielles aussi. Donc on est peut-être simplement avec des cycles un petit peu plus longs, mais on est nous aussi dans les cycles naturels. Alors simplement quand un arbre meurt, je l'ai dit tout à l'heure, il se décompose, ça va mettre quelques dizaines d'années à se décomposer. Nous, il se trouve qu'on produit des choses avec du pétrole qui a des centaines de millions d'années, donc on fabrique du plastique, et qui va mettre lui aussi des centaines d'années à se décomposer, donc les cycles sont beaucoup plus longs. Et finalement, un des premiers objectifs d'Inspire, c'est de raccourcir ces cycles, de resynchroniser les cycles de l'industrie, les cycles de l'économie avec les cycles du vivant. Merci. Une question dans la salle. Merci de vous présenter. Levez-vous.
Merci. Bonjour à tous, alors je suis Olivier Hazan, professeur de SVT et coordonnateur de l'agenda 21 au lycée du Val d'Argent. Alors j'ai une question à Monsieur Valour, s'il vous plaît. Donc si les déchets sont une source de profit pour votre entreprise, est-ce que vous êtes pour la promotion de la réduction de ces déchets, donc finalement peut-être une réduction de vos profits? Et donc si c'est le cas, est-ce que vous n'êtes pas finalement en train d'afficher une image qui correspond au courant actuel? Donc ça c'est ma première question. Et alors qu'est-ce que vous pensez d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui serait proportionnelle à la pesée des déchets ménagers, donc directement chez les particuliers, et pourquoi pas qui serait reversée au domaine public? Mais je sais aussi que le domaine public vous emploie et je ne suis pas du tout allergique à la notion d'économie comme M. Delannoy l'a décrite. Voilà. Merci beaucoup. Alors deux questions tout à fait intéressantes. Si je résume la première, c'est est-ce que le groupe Pisorno va dans le sens de l'histoire? Alors je vous confirme que oui. On n'a pas du tout peur de la réduction des déchets. Et d'ailleurs, si on reparle de nos centres d'enfouissement, on a constaté depuis maintenant, ça fait bien 2 ans, une réduction des tonnages qu'on réceptionne sur le centre d'enfouissement. Alors en contrepartie, comme je vous le disais, on constate une forte amélioration, un accroissement des tonnages sur nos centres de valorisation. C'est le cas sur le centre de tri du Muy, mais c'est aussi le cas sur nos plateformes de compostage. Alors très clairement, c'est pas du tout quelque chose qui effraie le groupe Pisorno qui se dit bientôt nos décharges seront vides, parce que malheureusement elles ne le seront pas. Je crois que malheureusement les décharges ont un très bel avenir. Par contre, notre conviction, c'est que les centres de tri et les centres de valorisation ont encore un plus bel avenir que nos décharges. Demain, lorsque les pots de yaourt seront par rapport aux directives éco-emballage dans les produits recyclables, on sait que nous, opérateurs, on devra recycler les pots de yaourt. Donc on le fera, et le sens de l'histoire, c'est la réduction des déchets à la source, très clairement, mais c'est aussi plus de valorisation. Et nous, en tant qu'opérateurs, on est là pour accompagner ce sens de l'histoire. C'est ça avant tout. La deuxième question? Alors, sur la deuxième question, rappelez-moi un petit peu le sens de votre question. La pesée des déchets, c'est-à-dire l'individualisation. Donc, voilà, si jamais on propose aux particuliers de payer des taxes, leurs impôts locaux, proportionnellement aux déchets qu'ils produisent, à savoir s'ils en produisent moins, ils paieront moins de taxes. Et à la limite, si ces taxes qu'ils payent sont reversées au domaine public, bon, qu'en pensez-vous? Ben, écoutez, déjà je dirais quelque part que ça n'est pas de notre responsabilité, puisque celui du qui c'est la responsabilité, c'est la collectivité locale. C'est à la collectivité locale de faire ses choix, et c'est nous, en tant qu'opérateurs, de conseiller, d'accompagner les collectivités sur ces choix. Alors, sur la puce qui serait mise sur chaque poubelle de manière à identifier le producteur du déchet, il y a des expériences qui ont été menées en France, qui fonctionnent, notamment sur la région Alsace, qui est en principe un petit peu leader en France sur ces problématiques-là. C'est vrai que vous avez tout à fait raison de le dire, ça permettrait de récompenser les vertueux dans leur tri à la source des déchets, et puis de pénaliser ceux qui ne font pas d'efforts. Donc sur le principe, le groupe Pisorno ne peut qu'être très favorable à la généralisation de ce système, puisque sur le plan technologique, ça marche, ça fonctionne, les outils existent. Mais ça reste la collectivité qui doit prendre cette décision, qui doit faire ce choix, et nous, on est capable de mettre à disposition les outils, puisque c'est la collectivité qui perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Peut-être bientôt des codes barres ou des codes ou des cadenas sur nos poubelles? Ou au moins une puce électronique insérée dans la poubelle. Monsieur Hazan? Oui, alors une autre question qui est plus directement liée à celle du lycée. Il me semble que la mairie en fait paye en fait la taxe d'enlèvement de nos propres déchets, donc elle nous rend ce service-là. Si jamais nous réduisons nos déchets au lycée, est-ce que vous êtes prêt à vous demander moins d'argent à la mairie puisque vous enlèverez moins de déchets chez nous? Alors, nous, on est payé par les collectivités locales, je vais simplifier, pour 2 prestations. Une prestation de collecte, à proprement parler, le nombre de camions, de chauffeurs, de rippers qu'on va mettre à disposition de la collectivité, et puis une rémunération aussi pour les tonnages qui sont traités. Alors très clairement, si les tonnages qui sont traités sont réduits, bien entendu,
nous vous proposerons une baisse sur votre facture. Elle sera même automatique puisqu'on est payé à la tonne. Sur la question de la collecte, effectivement, ça va sans doute être moins sensible si juste le lycée du Muy réduit ses déchets, puisque le lycée est inséré dans une tournée qui, en plus, localement, est faite en régie. Donc, je dirais, ça ne va pas être automatique de constater la baisse de la facture. Mais très concrètement, je pense que le déchet prioritaire qui doit être fait sur le lycée du Muy va être du déchet papier. Et si vous êtes prêt à amener des papiers sur le centre de tri du Muy, eh ben moi je vais aller plus loin. Je suis prêt à vous rémunérer pour ces papiers, puisque ces papiers, c'est une matière première qui a de la valeur. Et aujourd'hui, le but du centre de tri, ça va être de redonner une partie de cette valeur aux producteurs de cette matière première finalement. Merci. Monsieur Delannoy, vous souhaitiez réagir aux questions de Monsieur Hazan? Oui, sur cette question du déchet qui est produit finalement, je voudrais revenir sur la notion aussi des 3 R, que j'utilise un tout petit peu différemment d'ailleurs par rapport à ce qui est dit dans le film. Alors en plus on a un public jeune ici, donc gros consommateur de téléphones portables, de MP3, etc. Il faut savoir que la majeure partie des déchets produits par l'ensemble de l'économie, c'est pas celle que vous mettez vous dans votre poubelle, elle est produite avant même que vous achetiez l'objet. C'est un peu ce qu'on appelle un sac à dos écologique, hein, globalement, c'est l'ensemble de l'énergie et des ressources naturelles qu'il a fallu mobiliser pour fabriquer cet objet qui vous est si cher, que vous achetez. Et prenez un MP3, laissez quelques dizaines de grammes, un téléphone portable c'est entre 80 et 100, 150 grammes pour un très gros. Il faut savoir que ce qu'on appelle son sac à dos écologique, donc c'est à peu près 90 à 100 kilos. C'est-à-dire que pour le fabriquer, il a fallu mobiliser 100 kilos de pétrole, de minerais, de matières premières diverses et variées, et que donc tout ça s'est perdu au cours du processus de fabrication du produit. Alors ça donne un autre sens du coup aux fameux 3 R qu'on entendait tout à l'heure, et toute la logique du déchet elle est là. Le premier R, c'est d'abord réduire. Réduire quoi? Réduire la quantité, ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement simplifier, faire en sorte que les produits qu'on achète soient plus simples et moins de composants, etc. Ensuite, réduire la quantité de matières premières nécessaires, la quantité d'énergie nécessaire. Donc c'est une démarche qu'on appelle d'éco-conception, de simplifier. Le deuxième, c'est de réutiliser, parce qu'il se trouve que tous ces produits électroniques, en général, ont des durées de vie assez courtes. Les fabricants tablent sur une utilisation de l'ordre de 18 mois à peu près, en moyenne. C'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, vous en rachetez un nouveau. Si on faisait des produits qui étaient plus évolutifs, qui rendent plus de services, qui sont réparables et donc qui vivent plus longtemps, on réduira d'autant aussi la production de déchets. Et le troisième R, on y arrive enfin, effectivement, c'est le recyclage. Mais ça n'est que la dernière chaîne, le dernier maillon de la chaîne, si vous voulez. Et on recycle ce qui a d'abord été bien trié, ce qui a d'abord été bien conçu pour que ce soit facile à recycler. Donc ces 3 R, réduire, réutiliser, recycler, il faut bien les assimiler. Merci. Une question Internet? Oui, depuis Nice toujours. Nicolas s'interroge sur le respect de la biodiversité et demande si la France est un bon élève écologique, notamment par rapport à ses voisins européens, mais aussi dans le monde. Ça, je peux peut-être en dire 2 mots, effectivement. Alors, c'est toujours difficile de dire est-ce qu'on est un bon élève écologique ou pas. Il faut savoir que la France, c'est à peu près 1/5 des ressources en diversité biologique au plan mondial. Pourquoi? Parce qu'on est présent, alors non seulement en métropole, mais aussi dans les dom-toms, hein, notamment en Guyane, aux Antilles, etc., sur ce qu'on appelle des points chauds de biodiversité, les fameux hotspots de biodiversité. Donc, ce sont des régions avec une très grande diversité spécifique. La Méditerranée est elle aussi, d'ailleurs, le pourtour méditerranéen est lui aussi considéré comme un lieu chaud de biodiversité. Donc avec une grande intensité. Alors est-ce qu'on est un bon élève ou un mauvais élève? On a tendance en France à avoir un gros travers, c'est celui d'artificialiser beaucoup. Donc notamment, il y a un chiffre qui est assez frappant, c'est qu'on perd en surface l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Donc qui part sous le béton, sous le bitume. Et ce chiffre d'artificialisation des sols, il est 10 fois supérieur à la croissance de la population. Donc là, on a un vrai problème. Et là-dessus, on n'est pas forcément un très bon élève. Par contre, pour le reste, effectivement, et pour ce qui est des pratiques type parc naturel, etc., on est plutôt un bon élève. Et le véritable enjeu aujourd'hui, c'est d'aller vers un maillage du territoire et de considérer la biodiversité partout, c'est-à-dire pas seulement dans les réserves, mais aussi dans les villes, mais aussi dans les zones d'activité, mais aussi dans les champs. Et que la biodiversité, c'est pas juste une biodiversité remarquable sur des sites un peu extraordinaires comme le Mercantour, mais c'est aussi une biodiversité ordinaire ou générale, d'ailleurs on dit maintenant, qu'il faut prendre en compte dans les politiques de préservation. Très bien, merci pour cette précision. Ce qu'on appelle en matière d'aménagement du territoire le mitage.
le fait d'implanter des maisons de loin en loin, ce qui pose des problèmes de transport, parce que quand vous habitez de façon isolée, il faut ensuite, ce qui pose ensuite des problèmes de collecte, Oui. de collecte des déchets, de collecte des lycéens, de collecte des travailleurs. Ça pose des problèmes de transport et donc socialement une véritable impasse, puisque le coût du pétrole ne pouvant qu'augmentant, les gens qui habitent dans ces zones éloignées des centres urbains vont avoir des problèmes pour se déplacer dans 5 ou 10 ans. Et ce qui pose des problèmes à la biodiversité, et donc là on arrive à la fragmentation des milieux, tout simplement parce qu'une population ne peut plus se déplacer et se croiser avec une autre population, donc on voit apparaître des dérives génétiques, des isolations de population, et qui sont néfastes à la biodiversité globalement. Ouais. Merci pour cette précision. Une question dans la salle ? Levez-vous. Raphaël, stagiaire AMEB, j'aurais 2 questions. D'abord, une question pour Monsieur Delannoy. Vous nous avez dit au début de ce débat que les espèces vivantes survivaient parce qu'elles savaient se recycler, en fait, revaloriser tous leurs produits, tous leurs déchets. Est-ce que vous expliquez par là donc que notre espèce, nous les êtres humains, espèces vivantes de la Terre, sommes amenés, du fait que nous ne savons pas encore recycler nos déchets, être amenés à disparaître d'ici les années à venir? Alors, je vais déjà répondre à celle-là. C'est une excellente question, effectivement. Alors, je ne le crois pas, parce que je pense qu'on est intelligent et qu'on va être capable de comprendre quelle est notre vraie nature. Et notre vraie nature, c'est d'être d'abord un organisme vivant, donc de faire partie de la biodiversité. Donc, il faut qu'on apprenne à se réconcilier avec le reste du vivant. Hubert Reeves, donc, qui est un petit peu un parrain pour Inspire et un maître à penser pour moi, dit souvent « On mène une guerre contre la nature, mais si on gagne cette guerre, on est perdu ». Et donc il est urgent de se réconcilier avec la nature, ça c'est vrai. On a une capacité aujourd'hui, c'est celle de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et par rapport à l'époque où, au 19e siècle, en gros, on a découvert les énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz, etc., on est allé là où c'était facile. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'erreurs qu'on avait faites, on a une connaissance scientifique qui est bien plus importante qu'à l'époque, on a une capacité d'innovation qui est bien plus importante qu'à l'époque, et donc cette capacité d'innovation, on va être capable aujourd'hui de la fonder sur un raisonnement qui part d'une réconciliation avec le reste de la biosphère, et donc de changer complètement de logique de développement. Donc j'espère qu'on peut être optimiste. Merci. Juste une deuxième question pour Monsieur Valour. Concernant donc la question du professeur de SVT, où on parlait donc de calculer en fait le poids des déchets individuellement, est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait plutôt qu'un effet positif, un effet négatif en conduisant certaines personnes pour justement ne pas être taxées par rapport à leur poids de déchets, les amener justement à redévelopper les décharges dites sauvages que nous connaissons un peu partout dans la région? Vous avez raison de souligner ce point-là, et c'est un des risques de la mise en place de ce système. Mais il faut se dire qu'à chaque fois qu'on met en place une innovation, eh bien, il y a un temps d'adaptation. On le constate, y compris sur la collecte sélective. Je vais vous donner un exemple très concret pas très loin d'ici, à Plan-de-la-Tour. On a mis en place la collecte sélective en porte-à-porte, alors que jusqu'à présent, il n'y avait que des colonnes d'apport volontaires disséminées dans le village. Et donc, il fallait que le citoyen aille jusqu'à ces bornes pour recycler ses déchets. On a mis en place le porte-à-porte, et qu'est-ce qu'on a constaté? Alors, une chose positive et une chose négative. La chose positive, c'est les tonnes recyclées, les tonnes réceptionnées sur le centre de tri par rapport aux tonnes réceptionnées sur le centre d'enfouissement. C'est simple, on a gagné 100%, on a doublé. On a doublé les tonnages du plan de la Tour qui sont allés sur le centre de valorisation du Muy par rapport à ce qui allait jusqu'à présent en décharge, comme on dit autrefois. Donc ça, c'est l'aspect positif, mais il y a eu un aspect négatif, c'est que le taux de refus qu'on a constaté sur les tonnes qu'on recevait au centre de tri du Muy en provenance du plan de la Tour, eh bien, ils ont explosé. D'habitude, le taux de refus constaté, c'est-à-dire ce qui n'est pas de l'emballage et ce qui n'a rien à faire dans la collecte sélective, se situe entre 15, 16, 17%. On était à 30%. Donc,
effectivement, on a eu cet impact négatif. Il y a des gens qui étaient habitués à leur poubelle simple d'ordures ménagères au pied de chez eux. On leur a mis une deuxième poubelle pour le recyclage. Ils se sont dit, la deuxième poubelle, c'est pour le sac noir, c'est aussi pour les ordures ménagères. Donc il y a un gros travail de communication. Mais qu'est-ce qu'on constate 6 mois après la mise en place? C'est que ce taux de refus diminue. Donc, vous avez raison de le souligner, il est tout à fait possible que la mise en place de la puce dans la poubelle pour mesurer ce que chacun produit comme déchets et ce que chacun devra payer derrière, ça induise à des dérives individuelles, ponctuelles, mais je pense qu'il faut compter sur le civisme global des gens pour que, à terme et en tout cas dans un délai raisonnable, on puisse en tirer très largement les bénéfices. Delannoy. Oui, juste un petit complément, parce qu'il se trouve que j'ai participé aux négociations du Grenelle de l'environnement et cette question avait été évoquée et on a rejeté cette idée. Assez globalement, ça a fait consensus pour la rejeter. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on avait une expérience qui était dans un village en Alsace qui avait mis en place ce qu'on appelle l'enlevé-pesé. Et même là-bas, même les Alsaciens qui pourtant ont la réputation d'être des gens disciplinés, on s'est aperçu qu'il y avait des décharges sauvages après la mise en place de ce système. Donc on s'est dit que la population n'était pas forcément mûre pour qu'on généralise aujourd'hui. Ça viendra peut-être, mais ce n'est pas le cas. Merci. Quelques questions Internet. On va regrouper puisqu'on s'achemine vers la fin de notre débat. Je viens de recevoir deux questions, dont une de Nice qui concerne l'impact environnemental des décharges en plein air. Et une autre question de Bordeaux, que fait-on des déchets non recyclables? Alors je vais essayer de parler rapidement des décharges, des centres d'enfouissement technique ou des installations de stockage de déchets non dangereux, qui est le nom encore plus en cours actuellement. Alors oui, l'impact environnemental, il existe et notre travail, nous, d'opérateurs au sein du groupe Pisorno, c'est de réduire au maximum cet impact environnemental. Alors la première chose qu'on fait, c'est que ces décharges sont étanches. Donc tous les jus qui s'écoulent de cette décharge, on va nous les collecter et on va, à travers un système qui est un petit peu complexe qui s'appelle l'osmose inverse, les transformer en eau. Et on ne va rejeter à l'extérieur de la décharge que de l'eau. Après, l'autre impact éventuel, ça va être les gaz de fermentation de la décharge, c'est-à-dire le méthane. Et bien ce méthane, aujourd'hui, sur notre centre du Canet des Morts, on va le recycler, c'est-à-dire qu'on va transformer notre décharge en une usine à fabriquer de l'énergie. Et on va, avec ce gaz, mettre en route un sécheur de boue de station d'épuration pour sécher ces boues qui ensuite pourront aller en épandage agricole. Donc on va recycler, je dirais, une partie des déchets qui étaient destinés à l'enfouissement. Et puis la troisième nuisance, quelque part, ça va être la taille de la décharge. Et là aussi, on travaille pour réhabiliter ces décharges, c'est-à-dire une fois que la nature a fait son œuvre, c'est-à-dire que les déchets se sont décomposés, eh bien on va reprendre ces déchets décomposés, on va les broyer, on va les cribler, on va recycler ce qui peut être recyclable, et je pense notamment aux métaux qu'on va pouvoir capter, et ensuite, ce qui n'est pas recyclable, on va de nouveau le stocker, mais avec une taille ou un volume beaucoup plus réduit. Donc on va encore réduire l'espace nécessaire au stockage de ces déchets et donc on fait en sorte de ne pas s'étendre sur les sites de manière à pouvoir continuer à accueillir des tonnes mais également les recycler. Qui est clair. Une question dans la salle? Levez-vous. Léa Varcat en seconde 5. J'aimerais savoir pourquoi encore aujourd'hui, malgré le constat de pollution, beaucoup de personnes sont encore réfractaires au tri. Eh bien, écoutez, je crois que c'est peut-être à vous de répondre à cette question. C'est à vous, les jeunes générations, de changer les choses. Tous les changements, ça induit des difficultés, mais je crois que c'est la prise en compte de tout le monde, de la préservation de la planète et de l'environnement qui doit faire changer les mentalités. On a reçu l'année dernière près de 2000 jeunes sur le centre de tri du Muy. Et ben moi je peux vous dire que les enfants, ceux de CE1, CE2, quand ils rentrent à la maison, et ben les parents ils se tiennent droit quand ils ont leur poubelle derrière, parce qu'il y a le petit qui lui dit la brique c'est dans cette poubelle là et c'est pas dans la grosse poubelle. Merci.
pour ce mot qui pourra être considéré comme un mot de conclusion. Je me tourne vers Monsieur Delannoy, si vous pouviez aussi nous dire un mot de conclusion de ce débat riche d'échanges à la fois dans la salle et sur le web. Alors, un mot de conclusion, et ça va répondre en partie à la dernière question d'ailleurs, c'est je crois qu'une des grandes leçons du biomimétisme, c'est d'apprendre à prendre du recul et à voir loin. Et très souvent, si on ne veut pas changer ses habitudes, c'est parce qu'on a le regard qui va pas plus loin que le bout de son nez, et donc on évalue les petites gênes momentanées sans prendre en compte les conséquences à plus long terme. Donc apprendre à prendre du recul et à regarder loin devant soi. Je remercie les intervenants et le public pour leurs interventions. Merci aussi à l'équipe technique de mode et aux éco-délégués du lycée Le Val d'Argent.